Les neuromythes, tu connais ? Ce sont de fausses croyances qui ont un impact sur notre fonctionnement neuronal. Et une fois que l'on a ces croyances en tête, bien le bonjour pour les en déloger. Souvent construit sur des résultats scientifiques mal interprétés ou trop vieux, le neuromythe se retrouve un peu partout dans la société. Bien entendu, ce neuromythe peut aussi se retrouver en entreprise et prendre une place importante. Il amène des biais dans la prise de décision, dans la relation entre collègues de travail, mais aussi dans la relation entre le collaborateur et son manager. Comment détecter les neuromythes ? Comment les chasser ? Quels sont les pièges vers lesquels ils peuvent entraîner les décideurs, les managers et les collaborateurs ? Pour en savoir plus et bien comprendre comment sortir du piège des neuromythes, j'ai invité Mélodie Ardouin, créatrice du podcast Les Atypiques du cerveau, dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Bonjour à toi, Mélodie. Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir encore ce matin, parce que tu as ton rond de serviette dans cette série d'épisodes MGMT, Management Nouvelle Génération. Première question, pour se mettre un petit peu dans le bain, Mélodie, pourquoi ce sujet des neuromythes et des biais avec les neuromythes est-il si important pour les managers ? Les neuromythes, tu l'expliquais juste avant, en effet, c'est quelque chose qui est important. Parfois, on peut parler aussi de biais, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a beaucoup de points communs. Et en effet, c'est des fausses croyances sur le cerveau qu'on a en tête. Et à partir du moment où on a ça en tête, notamment sur le management, et ça peut mener à faire de fausses croyances, de fausses décisions, en tout cas de décisions qui sont peut-être pas aussi éclairées qu'on le croirait, parce qu'on a été manipulé par ses propres croyances et ce qu'on imaginait. Comment on les détecte, ces neuromythes ? Quand on parle vraiment de neuromythes, ce sont des mythes qui sont plutôt connus. Il y en a beaucoup sur l'éducation, il y en a donc aussi sur le management. Je peux vous en donner quelques-uns en exemple. On peut parler notamment en entreprise, on voit beaucoup le syndrome de l'imposteur, on voit beaucoup l'effet Dunning-Kruger qui sont à la fois des neuromythes, je pourrais en dire quelques mots si tu le souhaites, et qui sont à la fois aussi évidemment des biais, parce que encore une fois, les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on part d'un mythe, et derrière, on a un biais et son cerveau est trompé et du coup, on s'emmène à penser des mauvaises choses. Donc c'est très important pour le management, parce que évidemment, on est censé avoir un management éclairé, prendre de bonnes décisions basées sur des faits, basées sur du réel. Et quand on se rend même pas compte que son cerveau n'est pas en pleine réflexion, et là, on risque d'aller vers de mauvaises décisions. Et comme on est en direct pendant qu'on enregistre cet épisode du podcast, Hubert nous dit neuromythe numéro 1, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça, c'est un vrai neuromythe, ça, Mélodie ? Alors, est-ce que c'est un neuromythe, ou en tout cas, est-ce que c'est un mythe là-dessus, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. A priori, si on ne parle pas d'ancrage dans le cerveau, en tant que tel, ce n'est pas un neuromythe. Pour autant, ça reste un mythe, parce que on a tendance à dire, en effet, si tous les matins on se lève tôt, si on a une morning routine, n'est-ce pas, tels les plus grands start-upers ou start-upeuses dès 5 heures du matin, ça va entraîner son cerveau, etc. En fait, ça, c'est faux en tant que tel. Évidemment, on peut avoir une routine qu'on va mettre en place et qui va créer des habitudes, mais est-ce que c'est ça qui va rendre en tant que tel plus performant, ou est-ce que c'est la croyance que ça va rendre plus performant ? Ça, c'est encore autre chose. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, ces neuromythes amènent des biais dans la prise de décision et aussi dans la relation. Comment on fait dans l'entreprise pour les chasser, ces neuromythes ? Alors, c'est pas toujours évident. Alors, il y a deux neuromythes que j'aime beaucoup et que je mets souvent en parallèle, c'est le syndrome de l'imposteur et l'effet Dunning-Kruger, qui sont un peu deux opposés. C'est-à-dire que, pour faire très très rapidement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui est plutôt expert sur son sujet et qui va se sous-évaluer, pensant que, en gros, plus je sais, moi j'ai l'impression de savoir, pour le résumer comme ça. Et alors que l'effet Dunning-Kruger, qui est un petit peu à l'opposé, c'est-à-dire c'est la croyance que, comme je ne sais pas tout ce que je ne sais pas, j'ai l'impression de savoir. Et bien souvent, en entreprise notamment, on se rend compte que les vrais experts qui peuvent avoir un syndrome de l'imposteur et donc être pris dans ce mythe-là, ne vont peut-être pas en réunion ou autre,
oser dire toute l'étendue de leur savoir ou leur questionnement ou autre, ce qui pourrait être très, très intéressant pour les managers, alors que les personnes qui sont victimes de l'effet Dunning-Kruger, elles, bah, vont dire ah oui, je sais, je vont se mettre en avant, etc. Et donc ça, par exemple, dans le recrutement ou le management, ça a des impacts très concrets qui sont que le biais ainsi créé, c'est qu'on va se baser sur ce mythe-là pour se dire ah mais un tel ou une telle en entretien est très pertinent, sûr de soi. Et donc, on va peut-être plus lui confier, tel ou tel poste ou telle ou telle chose parce qu'il ou elle assume. Et en fait, bah, ce sera peut-être pas du tout la bonne personne. Propos de Laura qui nous dit un biais c'est prouvé, un neuromythe c'est faux ou c'est notre cerveau qui ne réalise pas les biais. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu les 2. Laura, tu que c'est un neuromythe, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est faux, d'où le principe que ce soit un mythe. Donc on a pu démontrer que c'était faux. Les 2 exemples que je viens de vous donner, en effet, sur, l'effet, Dunning-Kruger ou le syndrome de l'imposteur, il y a des choses qui expliquent, en fait, comment on peut se mettre dans ces mythes-là, dans ces biais-là et comment ça fonctionne. Donc on peut aller déconstruire pas à pas ce dont on parle et donc en tant que tel, c'est faux. Mais une croyance, à partir du moment où elle est fausse, mais qu'on la fait sienne, eh ben, elle devient vraie et c'est bien là tout le problème. Qu'est-ce qui est finalement pour toi en jeu avec ces biais qui sont induits par les neuromythes, notamment dans les relations collaborateurs-managers? Bah, il se passe, que ça donne lieu à beaucoup de stéréotypes ou beaucoup de pensées qui vont des croyances limitantes aussi. On peut par exemple aussi évoquer le neuromythe autour du cerveau droit, cerveau gauche qui, depuis a été, enfin prouvé scientifiquement, démenti. Donc on est vraiment sur du neuromythe, mais on entend encore, hein, couramment, en entreprise, en management ou même ailleurs dire: «Ah mais toi tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche donc ah mais toi t'es plutôt je vais plutôt te mettre sur des choses, on va faire appel à de la créativité et cetera parce que tu as fait un test, où je sens que tu es plutôt tel cerveau» et en fait ça c'est totalement faux. Le cerveau n'est pas latéralisé. En tout cas pas de cette façon-là, c'est clair. Donc ça peut aussi mener à des stéréotypes et se dire: «Ah mais oui, mais lui il agit comme ça parce que, voilà, c'est un créatif, c'est un cerveau, latéralisé» et cetera et cetera. Donc en fait, c'est des choses sur lesquelles on va s'appuyer et on va peut-être construire une identité d'équipe, une identité de fonctionnement qui est totalement fausse. Et donc ça peut être, quand même assez, assez gênant et puis ça c'est encore une fois, c'est vraiment limitant pour certaines personnes qui vont s'enfermer, derrière ces mythes-là. Lucie aimerait qu'on creuse un peu plus. Elle te pose la question, quelle différence justement entre croyance et neuromythe selon toi? Le neuromythe, en fait, est une croyance qui, jusqu'à ce qu'elle soit démontrée fausse, reste vraie. Donc c'est là tout le problème. Par exemple, cerveau droit, cerveau gauche que je viens d'évoquer, pendant mais encore jusqu'à très récemment, on pensait que c'était quelque chose, qui avait une réelle existence. Mais parce qu'on se basait sur des études qui avaient été réalisées au 19e siècle en réalité, notamment de Broca pour le citer, qui avait été un scientifique qui avait travaillé là-dessus et en fait, ça n'avait jamais été déconstruit ou ça n'avait jamais été remis en question. Donc en fait, ce mythe-là, cette croyance-là, elle a pu prendre de l'ampleur parce qu'en même temps, c'est séduisant, on va dire, d'un point de vue marketing ou autre de parler de cerveau droit, cerveau gauche et en fait et bah, là, on se rend compte, à l'heure actuelle qu'on peut totalement démonter tout ça, que c'est faux mais c'est pas parce qu'on dit que c'est faux que ça devient réellement faux dans la tête des personnes. C'est souvent comme ça. Ah tiens, bonne question de Hubert, qui est en forme ce matin parce que c'est un chercheur et un casseur de neuromythes. Nous dit, le fameux process communication model, les différents types de personnalités, rêveur, persévérant, empathique, rebelle, promoteur, travaillomane, est-ce que ça, c'est pas un neuromythe finalement? Il y a énormément de tests en effet, il y en a qui sont, plus ou moins basés sur des choses scientifiques. Après, bien souvent, ça va faire référence à ce qu'on appelle, l'effet, Barnum, qui est, pour le dire autrement, un peu, l'effet, astrologie. C'est-à-dire que tu lis ton si tu lis ton parcours du jour, astrologique, comment ça va se passer pour toi aujourd'hui, bah, bien souvent, même si tu lis pas sur ton signe, tu vas dire: «Ah mais ouais, ça me correspond». Parce qu'en fait, tu t'es ancré en amont dans le cerveau que, c'était pour toi, que ça t'était concerné et donc ça allait te concerner et il y a eu justement des études pour démontrer cet effet Barnum et pour dire que, bien souvent alors ça ne veut pas dire que tout est faux, mais pour autant, il y a énormément de choses dans lesquelles on va s'auto-enfermer encore une fois, où on va se dire: «Ah mais ça c'est tout à fait moi», alors que si on nous avait dit: «Non, non, mais vous avez tel autre profil», on pourrait tout autant se dire: «Bah ça c'est tout à fait moi».
Ça peut parfois être une aide si le test est bien fait. Il y en a qui sont évidemment beaucoup plus rigoureux que d'autres, mais dans l'absolu, ça reste quand même à prendre avec des pincettes parce que heureusement, on peut pas définir la personnalité de quelqu'un en répondant à 10, 15 ou même 100 questions. Tu nous disais tout à l'heure, cerveau droit, cerveau gauche. Il y a peut-être ce sujet aussi de dès qu'on commence à simplifier les choses, ça amène à mettre les choses dans des cases. Laura te pose la question, les neuromythes, c'est mettre des gens dans des cases aussi? Oui, tout à fait. Oui, oui, évidemment, c'est très bien vu, Laura. Le neuromythe, en effet, pour simplifier des choses, qui parlaient du cerveau, donc qui peuvent être extrêmement complexes si on veut vraiment bien comprendre, de quoi on parle, eh ben, on va vouloir être pédagogue et on va vouloir peut-être vulgariser. Mais à vulgariser à l'extrême ou, si on veut en parler plus dans les médias, typiquement cerveau droit, cerveau gauche ou d'autres, hein, et bah, à force évidemment, on appauvrit ce dont on parlait. On ne sait même plus, quelle était la définition d'origine ou le sujet et puis on en arrive en effet à quelque chose qui n'a plus vraiment de sens. Je rebondis sur les propos de Vincent, très pertinents. Il nous dit: «Notre vision du monde est faite de croyances. Si on enlève les croyances, notre monde s'écroule. On ne peut pas ne pas avoir de croyances. Alors, les neuromythes sont-ils évitables?» Bah, je pense que c'est oui, évidemment, c'est évitable, ça ne veut pas dire que ça l'est facilement, c'est-à-dire que c'est le principe de rigueur, scientifique qui est de quand on me dit quelque chose, un peu comme dans le journalisme, bien fait, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier, on va aller croiser des sources, on va aller chercher, des sources fiables parce qu'en effet, on peut lire sinon à peu près tout n'importe quoi aujourd'hui. Mais en fait, le premier point, déjà, c'est de s'interroger et de sortir soi-même des stéréotypes qu'on pourrait avoir sans même s'en rendre compte. Parce que le problème, il est là aussi, c'est qu'à force d'être ancré, des choses dans la tête ou les avoir entendues, on les a fait siennes sans même savoir pourquoi, ni les même les remettre en question. Et en fait, c'est là tout le point principal parce que les neuromythes, on en retrouve beaucoup notamment dans l'éducation et c'est des choses qui perdurent plus tard. Et en effet, après dans le management ou en entreprise, c'est quelque chose qui va du coup être là sans même qu'on en soit conscient ou consciente. Et le neuromythe, ça se chasse en solo ou ça se chasse en collectif? Bah, les 2 mon capitaine, c'est-à c'est-à-dire que, en solo, encore une fois, si déjà on ne prend pas pour argent comptant, non pas juste uniquement ce qu'on nous dit, mais ce que notre propre cerveau nous dicte ou ce qu'on a l'impression d'avoir toujours su, mais sans même, se demander pourquoi ni l'avoir remis en question, c'est une première chose. Et après, évidemment, si on échange avec des collaborateurs, si on en parle en équipe ou autre, ça permet aussi d'aller démonter certaines croyances. Parce que, par exemple, le cerveau droit, cerveau gauche dont je parlais tout à l'heure, si on discute avec des collègues et si on creuse un petit peu, pourquoi la personne se dit cerveau droit ou cerveau gauche? Qu'est-ce qu'elle met derrière? Et puis après, droit, gauche, pourquoi? Et cetera. Donc on va creuser, on peut creuser tout ça ensemble, essayer de comprendre, mais finalement, on est en train de rentrer, dans des biais et voire encore une fois dans des stéréotypes ou des croyances qui vont être limitantes et qui vont, du coup, bloquer un fonctionnement et une intelligence collective. Autre question, c'est celle de Charles. Il te demande: est-ce que le manager a des outils pour se questionner sur les neuromythes? Et si oui, quels sont-ils ces outils? Alors je pense que déjà, se questionner, si on arrête la phrase à ça, c'est déjà bien Ouais, en fait. ouais. C'est déjà le gros du C'est le travail. premier outil, ouais, Heu le cerveau. Mais oui, mais tout simplement, en fait, c'est le fait de remettre en question, alors pas forcément tout, tout le temps, mais au moins, s'interroger parce que c'est vrai que, on va sinon, suivre des choses sans même s'en rendre compte. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment le principe de se poser des questions, de s'interroger et de soi-même aussi se poser la question sur ses propres, mythes, sur ses propres biais qu'on a pu se construire pour telle ou telle raison et décider d'essayer d'aller plus loin ou au moins peut-être de se dire: «Ah ça, je vais peut-être pas le prendre comme tel» et réfléchir autrement ou en tout cas ne pas déjà coller une étiquette ou coller quelque chose sur le fonctionnement de quelqu'un, alors que ce n'est pas forcément ancré dans la réalité. Peut-être juste déjà poser la question aussi à la personne en face. Ça ne voudra pas dire que qu'elle-même ne sera pas prise dans ce neuromythe, mais ça permettra aussi justement que comme, on le disait juste avant, en collaboration de s'interroger un peu plus profondément. Avant-dernière question, ouais, Lucie qui regarde le verre à moitié plein, nous dit: quels sont les bénéfices de nos neuromythes?
Alors les bénéfices, dans certains cas, ça peut être en effet, comme c'est des choses qui sont tellement ancrées, c'est un gain en rapidité, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte, qu'on en est victime ou qu'on a cette croyance-là. Donc ça peut être dans certains cas le fait de se dire, ben, je ne me pose pas la question, voilà, c'est pour moi, c'est une réalité et je pars là-dessus. Pour autant, les bénéfices, honnêtement, il y en a pas tant que ça, si ce n'est les déconstruire, parce que, justement, encore une fois, ça enferme. Malheureusement, tout comme, n'importe quel mythe d'ailleurs, ça va enfermer et donc, si on est enfermé, notamment dans du management, c'est un peu dommage parce que ça va empêcher d'aller chercher d'autres façons de faire, d'autres fonctionnements, d'autres collaborations qui vont permettre d'être plus efficace et de sortir de cette vision-là. Dernière question, si tu devais donner un conseil à un manager qui nous écoute en ce moment même dans le podcast et qui va retrouver son équipe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour démarrer une session de chasse neuromythe? Bah, je pense que, peut-être, en mode échange en équipe, aller sortir un peu, c'est quoi tous les clichés que les gens peuvent avoir? Parce qu'en plus on n'a pas les mêmes évidemment. C'est tellement ancré que parfois on s'en rend pas compte. Alors je passe, les plus classiques, mythes sur, les femmes versus les hommes qui fonctionnent comme ci ou comme ça, hein, parce que ça aussi, ça peut en faire partie. Mais déjà aller creuser ça et déconstruire, ça, ensemble et puis, vraiment partir du cliché pour aller plus loin et pour essayer de se dire: «Mais finalement, est-ce que tout ça, c'est pas des choses qui n'ont pas de réalité autre que celle que je leur donne?» Ben voilà, quelque chose de très actionnable tout de suite pour démarrer. Merci beaucoup Mélodie d'être passée ce matin. Un grand merci à toi. Merci. C'est plaisir de te retrouver. On te retrouvera aussi parce que tu as ton rond de serviette dans cette émission. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. J'espère que tu as appris plein de choses. J'espère que tu as ramené plein de valeurs dans ton entreprise. N'hésite pas à le partager si tu trouves que c'est intéressant. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.